rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. L'accord que nous allons examiner aujourd'hui et que vous avez reçu appartient à une catégorie classique d'accords internationaux, d'accords bilatéraux. Ce sont les accords de réadmission par lesquels les pays signataires s'engagent à accepter le retour forcé sur leur sol de leurs ressortissants en situation irrégulière et, le cas échéant, de ressortissants de pays tiers ayant séjourné sur leur sol. La France a signé des accords de ce type avec une cinquantaine de partenaires dans le monde, dont 20 dans l'Union européenne, et elle peut également s'appuyer sur 17 accords de ce type qui ont été passés par l'Union européenne directement. Cet accord avec l'Autriche n'a donc en réalité, et je le regrette pour vous aujourd'hui, mais rien de très original. Il vise à remplacer un accord précédent, un accord de même nature qui avait été conclu en 1962 et dont les dispositions devaient être modernisées et adaptées au droit européen. Il a donc été conclu, cet accord, en 2007, c'est la réactualisation de l'accord de 62. Et puis, les joies de la vie administrative faisant, on s'est aperçu après 2007 que l'une des clauses de cet accord n'était pas conforme au droit européen, puisque cet accord de 2007 considérait que les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne étaient des ressortissants de pays tiers. Et donc on a dû signer en 2014, 7 ans après, un protocole de révision pour corriger ce problème rédactionnel en ne considérant comme pays tiers que les États non membres de l'Union européenne, évidemment, et les États non membres de l'espace Schengen. C'est donc l'accord de 2007 ainsi révisé qui nous est soumis et qui vous est soumis aujourd'hui. Alors évidemment, on peut s'étonner de ce type de raté, on peut s'étonner également du temps qu'il a fallu pour le réparer, mais il faut aussi, je crois, en relativiser les enjeux qui sont, dans ce cas-ci, assez modestes. En moyenne, ces dernières années, la France a éloigné vers l'Autriche une quarantaine de personnes par an. Sur ces 40 personnes, un petit nombre, en réalité, 2 à 3 par an uniquement, étaient de nationalité autrichienne, les autres appartenant à des nationalités extra-communautaires. Il y a aussi, dans le cadre de cet accord et dans la pratique, des cas de transit. Ce sont les personnes qui sont renvoyées vers un pays tiers et qui vont faire une escale, par exemple une escale aéroportuaire à Vienne. L'entrée en vigueur du nouvel accord ne devrait pas modifier substantiellement ni fondamentalement la situation et selon l'étude d'impact qui a été préparée par le gouvernement, cet accord n'aura aucune incidence financière majeure compte tenu des volumes de retour envisagés. Les éloignements forcés sont en effet peu nombreux pour ce qui est des ressortissants français et autrichiens, compte tenu évidemment de la liberté de circulation et d'établissement dont bénéficient les citoyens européens. Ce sont des cas qui sont excessivement rares. Si un Autrichien est renvoyé en Autriche, ça peut concerner en réalité des cas qui sont délimités, très clairement délimités, des personnes qui font l'objet d'une condamnation pénale, premier cas, condamnation pénale comprenant une interdiction de séjour. Deuxième cas, ce sont des personnes, et ce sont des cas qui sont justifiés pour des raisons d'ordre de sécurité et d'ordre public. Et puis, il peut y avoir des cas également de personnes qui ne justifient pas d'une activité professionnelle, de la poursuite d'études ou d'un minimum de ressources. Ça, ce sont pour les ressortissants autrichiens. Quant aux éloignements de ressortissants de pays tiers, ils ne devront être acceptés par l'autre partie selon l'accord que sous réserve que les personnes en cause aient séjourné sur son territoire, et dans ce cas de figure sous plusieurs conditions. Cela ne concerne évidemment que les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne et non membres de l'espace Schengen, comme la Suisse et la Norvège. Ça ne sera possible également que durant les 6 premiers mois de séjour irrégulier de ces personnes. Et enfin, sous réserve qu'elles ne bénéficient pas d'une protection internationale de type asile, qu'elles ne soient pas non plus des demandeurs d'asile, puisque, vous le savez, et on en a longuement débattu et discuté, pour les demandeurs d'asile, c'est en effet le dispositif Dublin de détermination du pays dit responsable de la demande d'asile qui doit s'appliquer.
Pour le reste de l'accord, c'est un accord assez technique, vous l'avez noté, qui comporte des dispositions procédurales précises destinées à assurer une application efficace tout en respectant les droits des personnes. Ce sont des délais brefs de réponse aux demandes formulées entre les deux pays et d'exécution des mesures qui sont prévues. Les conditions de détermination de l'état civil, de la nationalité et du parcours des personnes concernées à partir de divers documents sont détaillés dans l'accord, et puis la transmission et l'utilisation de ces informations personnelles, tout comme les prérogatives des escortes policières, sont encadrées conformément au droit européen. Voilà ce qu'il en est de la nature de l'accord sur lequel nous devons nous prononcer aujourd'hui, sur lequel vous devez vous prononcer aujourd'hui, mais je voudrais également, avant éventuellement de laisser la place à des questions, vous dire quelques mots du partenaire avec lequel nous avons signé cet accord. C'est un fait que le résultat des dernières élections générales en Autriche en décembre dernier et l'installation au pouvoir d'une nouvelle majorité ont suscité un certain nombre d'interrogations. Il faut donc préciser ici, et vous l'aurez compris, que l'accord est bien antérieur à cette nouvelle majorité et à ces élections autrichiennes, qu'il est essentiellement, je vous l'ai dit, technique, qu'il est similaire en tout point à d'autres accords de même nature que nous avons eus et que nous avons avec d'autres pays. Pour autant, on peut s'interroger sur certains points, j'aimerais en évoquer deux. D'abord, un mot sur le programme du nouveau gouvernement qui a été investi donc en décembre 2017. C'est un programme qui est précis, quoi qu'on en pense, puisqu'il y a, comme en Allemagne, un accord de coalition et donc un accord qui s'imposera durant toute la législature. C'est un programme qui comprend à l'évidence des mesures restrictives en matière d'asile, notamment en matière de prise en charge sociale ou sur des règles procédurales. Mais c'est un programme qui s'inscrit aussi de manière délibérée, et il faut le souligner, dans le cadre européen et dans le respect des valeurs européennes. Il n'y a pas en Autriche une situation similaire à ce qu'on peut entendre ici ou là, notamment en Pologne ou en Hongrie. Il y est dit notamment dans cet accord, en particulier, expressément, que l'Autriche souhaite coopérer avec ses partenaires dans le cadre du régime d'asile européen commun pour élaborer une politique d'asile résiliente, durable et efficace. Et il est également prévu que l'Autriche accepte un contingent de réfugiés qui seraient réinstallés depuis des pays tiers. Deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, et bien que cela ne soit pas le sujet de cet accord de réadmission, ayons en tête et ayons conscience que l'Autriche est située sur la route migratoire d'Europe centrale. Et l'Autriche, ces derniers mois, ces dernières années, a largement pris sa part dans l'accueil de migrants suite à la crise de 2015, puisque d'après les données qui ont été collectées par Eurostat, avec une population de moins de 9 millions d'habitants, l'Autriche a enregistré 148 000 primo-demandes d'asile sur les 3 années 2015, 2016 et 2017, contre 238 000 pour notre pays, soit donc moins de 2 fois plus. Rapporté à la population, les nombres de demandes d'asile ainsi que l'octroi d'asile ont été donc plus élevés en Autriche que dans la plupart des pays européens, y compris parfois même en Allemagne. Bref, que ce soit pour le programme de son nouveau gouvernement, pour la manière dont elle a pratiqué l'accueil des migrants ces dernières années, l'Autriche continue, malgré des inquiétudes qui peuvent paraître légitimes, l'Autriche continue à affirmer son attachement aux valeurs européennes et au projet européen. Et plus généralement, en sortant de ces seules questions migratoires, rappelons aussi que l'Autriche est un partenaire de confiance pour la France, pour notre pays, notamment dans les débats européens sur un certain nombre de sujets difficiles, compliqués. Nos deux pays ont des convergences fortes sur plusieurs dossiers. Ils ont partagé ces derniers mois des combats ensemble. Je pense à la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Je pense aussi à l'interdiction dans un bref délai du glyphosate. L'Autriche défend par ailleurs une politique agricole commune active qui est proche de nos conceptions, et illustrons aussi cette entente avec le fait que le nouveau chancelier investi en décembre, Sebastian Kurz, a fait son premier déplacement international à Bruxelles et a voulu le signifier en tant que tel pour manifester son attachement à la construction européenne, son deuxième déplacement ayant été réservé à Paris. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers collègues, puisque cet accord
renforce en réalité le cadre juridique de la coopération franco-autrichienne dans le domaine du retour forcé des ressortissants nationaux et de pays tiers en situation irrégulière. C'est un accord qui contient des dispositions très classiques, très techniques, et qu'il est nécessaire aujourd'hui de l'adopter pour moderniser et mettre en conformité ces dispositions avec le droit européen. Voilà ce que je voulais vous dire, chers collègues, et c'est en tenant compte non seulement des clauses de cet accord, mais aussi du contexte politique que je vous invite aujourd'hui à adopter le présent projet de loi d'approbation de cette convention de réadmission.